Général Yakovlev, je le rappelais tout à l'heure, vous avez travaillé si longtemps avec les Américains. On va entendre les propos de Trump, la dureté des propos de Trump ce soir, qui a ce mot en anglais pour dire l'Union européenne a été faite même pour arnaquer les Européens. Nous avons pris une décision et nous l'annoncerons très bientôt. Nous taxerons à 25%. Ça concernera les voitures, par exemple. L'Union européenne est un cas très différent de celui du Canada. Ils ont profité de nous. Ils n'acceptent pas nos voitures, ils n'acceptent pas nos produits pharmaceutiques. Ils utilisent une raison pour ne pas le faire et nous acceptons tous deux. Nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars. J'aime les pays d'Europe. Je suppose même que j'en suis originaire depuis longtemps, indirectement. Encore une fois, j'aime les pays européens. Je les aime franchement. Ils sont tous différents. Mais l'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis. L'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis. C'est son but et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Michel Yakovlev, là, l'Union européenne a été créée, dit-il, pour arnaquer les Européens, les Américains. C'est confondant de bêtises comme argument. C'est complètement con. C'est aussi simple que ça. L'Union européenne, elle a été créée pour régler nos problèmes entre nous, déjà, pour créer la paix par le commerce. C'est devenu le marché commun. Ça a plutôt bien réussi. C'est vrai que l'Union européenne a été créée pour nous donner collectivement un poids équivalent à l'Amérique. Ça, c'est vrai. C'est pas la même chose qu'arnaquer l'Amérique. Et l'Union européenne, s'il n'y a pas eu d'accord de commerce avec les États-Unis, c'est parce que les Américains n'en ont jamais voulu. L'Union européenne, depuis le début, se dit prête à négocier un accord de commerce avec les États-Unis, où on aurait pu négocier. Est-ce qu'on est au moment où on entre dans un autre monde? On va voir les autres décisions, les annonces de la journée. C'est une pluie tout à fait spectaculaire. En réalité, les Américains déclarent la guerre commerciale, pas seulement aux Européens, au monde entier. Ils disent on veut faire venir les milliards, les super riches, les meilleurs cerveaux. On veut être les meilleurs, les plus compétitifs. Au fond, ont-ils raison? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais ça me paraît une politique à courte vue. Ce n'est pas en affaiblissant l'Europe qu'il y gagnera. À l'heure actuelle, alors j'ai les chiffres de 2023 américains. Le commerce avec l'Europe est, commerce dans les deux sens, c'est de l'ordre de 1,6 milliard de dollars par an. C'est-à-dire environ 4,5 milliards de dollars par jour. Et c'est à peu près équilibré. Quoi qu'en dise Trump, c'est à peu près équilibré. Et pour prendre le cas de la France, c'est en notre défaveur. Vous voyez, nous importons plus venant des États-Unis que nous ne leur exportons, malgré Airbus. Est-ce que c'est une blessure pour vous? Vous avez tellement travaillé. Ce sont vos compagnons d'armes, les Américains. Je rappelle, vous étiez le Français le plus haut gradé dans la chaîne de commandement opérationnel de l'OTAN. Est-ce que vous avez l'impression d'un coup de poignard? Oui. Absolument. Mais d'abord, je m'y attendais parce qu'on avait vu Trump venir. Et ensuite, ce que je peux dire, c'est que mes camarades américains, les officiers américains, le vivent eux aussi comme un coup de poignard. Parce que tous ceux que j'ai connus, ce sont des gens qui croient en l'alliance avec l'Europe. Et pour dans l'intérêt des États-Unis, c'est pas qu'une alliance. Il faut qu'on arrête de pleurer sur l'amitié entre les peuples, etc. Comme De Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts. C'est dans l'intérêt conjoint d'être ensemble, pas de s'engueuler. On vient de l'apprendre, l'information à quelques secondes, information LCI TF1, le président de la République se rendra à Londres dimanche. C'est la suite de la rencontre importante avec M. Starmer et sans doute la présence de Volodymyr Zelensky. Entre-temps, Volodymyr Zelensky se sera rendu aux États-Unis, annonce faite par Donald Trump. Il devrait signer, mais enfin le futur est peut-être de l'indicatif, effectivement, l'accord sur les terres rares à Washington. Écoutez d'abord ce qu'en dit le président américain. Est-il vrai que le président Zelensky vient vendredi pour vous rencontrer? Et l'accord sur les minerais est-il réglé? Oui, j'ai entendu cela. J'ai entendu dire qu'il viendrait vendredi. Je suis tout à fait d'accord s'il le souhaite et il aimerait signer l'accord avec moi. Et je comprends qu'il s'agit d'une grande affaire, d'une très grande affaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que l'Ukraine se fait arnaquer, pour reprendre le mot de la soirée du président Trump? Non, en l'occurrence, l'Ukraine, Zelensky a très bien manœuvré. Très bien manœuvré. Parce que
là, il va signer vendredi un accord cadre. Le vrai accord, c'est plus tard. Et Zelensky a obtenu l'accord de son gouvernement, je crois, aujourd'hui, pour signer l'accord cadre, qui n'est jamais que la mise en place d'un fonds commun, et on verra bien. Les questions de qui serait la gouvernance de ce fonds commun ne sont pas dans cet accord, a priori. Donc en fait, il peut signer un truc, en gros, il a réussi à en faire du vent. Et pour avoir de la substance, ça sera après, et Zelensky a été très ferme, il a dit, pour la substance, ça sera en échange d'une garantie réelle. Et là, il est soutenu par le peuple ukrainien. Et a-t-il les moyens de cela? Vous avez raison, il aimerait cela, c'est ce qu'il espère. Mais on a vu ces derniers jours que le président Trump parle avec une grande dureté de lui. Le président Zelensky a peu d'atouts en main. Zelensky seul face aux Américains ne pèse pas grand-chose, soutenu par les Européens, et je salue les efforts qui sont faits par tous les Européens. Donc notre président a été en première ligne, mais en fait c'est tous les Européens. Et quand je dis les Européens, c'est pas que l'Union européenne. Là, il y a une convergence avec la Grande-Bretagne. On est tous d'accord, et donc ce que j'espère, c'est que l'Europe fasse bloc avec Zelensky, et Zelensky pourra pas forcément obtenir gain de cause, mais refuser ce qui est très important pour lui. Écoutez bien ce que dit le président Trump ce soir, parce que du point de vue des grands accords internationaux, certains diront, tant mieux, peut-être que les compromis sont en train d'avancer, mais du point de vue des Ukrainiens, ça n'est guère encourageant. On lui demande, mais au fond, qu'est-ce que l'Ukraine gagnera? Et écoutez bien ce qu'il dit, la réponse est très cruelle pour les Ukrainiens. En fait, il dit, ils ont déjà eu ce qu'ils ont à demander, c'est-à-dire toute l'aide que nous avons déjà donnée. Écoutez-le. Monsieur le Président, que gagne l'Ukraine dans cet accord sur les minerais? 350 milliards de dollars, beaucoup de matériel militaire et le droit de continuer à se battre. Écoutez, les Ukrainiens sont très courageux, ce sont de bons soldats, mais sans les États-Unis, notre argent et notre matériel militaire, cette guerre aurait été très courte. Le soutien militaire pourra continuer un moment, peut-être jusqu'à ce que nous ayons un accord avec la Russie. Nous avons besoin d'un accord avec la Russie, sinon ça continuera. Mais maintenant, quand les Américains donnent leur argent, l'argent du contribuable, et que le président donne son accord, nous allons récupérer notre argent d'une façon ou d'une autre. Mon général, comment est-ce que vous expliquez une telle sévérité? Il a déjà dit Zelensky dictateur, il a déjà dit OTAN, il faut qu'ils oublient. On a l'impression non seulement qu'il est dur avec l'Ukraine, mais qu'il en joue, qu'il surjoue ça. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il déteste Zelensky à titre personnel. Là, on n'y peut rien, c'est hormonal. Voilà, je pense que sa transpiration change d'odeur quand il a Zelensky dans la pièce, depuis le jour où Zelensky l'a envoyé péter pour l'histoire de son fils, l'histoire de Hunter Biden et d'aider avec une enquête politiquement motivée d'aider Trump. Donc ça. Non. Donc depuis, ça se passe mal. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui est que, et je le disais sur votre plateau l'année dernière, Trump est un agent de Poutine et il fait le boulot pour Poutine. Donc c'est pas Trump. Cette hypothèse, elle existe à vos yeux? Elle existe, oui. D'autant plus qu'il y a. Ce qui est certain, parce que là il y a des preuves, c'est que Trump doit la survie de son empire à au moins 2 reprises à l'argent russe. La survie de son empire, de son statut d'entrepreneur. Il le doit aux Russes. Et depuis 1 an, ce qu'il fait est conforme au plus beau des rêves de Poutine. Donc moi maintenant, c'est pas le président Trump qui est à Washington, c'est le président Trumpin. Voyez ? Il a été pourtant très dur avec les Russes parfois. Il faut toujours le rappeler, par exemple, dans l'affaire du gaz, pendant que les Européens se gavaient du gaz russe, et notamment les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont fourni le trésor de guerre colossal de Poutine, et c'est Trump qui tentait de les empêcher, rappelez-vous. Et à l'époque, les Européens disaient ingérence, comment hostile, etc. Absolument. On l'accusait d'anti-germanisme primaire. Oui, alors il n'y avait pas que Trump. Et même de russophobie à l'époque. Il n'y avait pas que Trump. C'était lui Obama aussi. Déjà du temps d'Obama, les Américains, avec constance et application, ont dit Nord Stream, enfin surtout Nord Stream 2, ça vous met à la merci de... Voilà. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Comme quoi, on voit souvent que les Européens font la leçon aux Américains, et en réalité, les Américains aussi ont quelques raisons. Sauf que les Américains ne raisonnaient pas comme ça uniquement par bonté d'âme vis-à-vis de l'Europe. Qui le fait? C'est aussi parce qu'ils vendent du gaz et qu'ils voulaient vendre leur gaz de schiste, que nous ne pouvions pas acheter parce que c'était du gaz de schiste, pas beau, pas propre.
En réalité, est-ce que chacun habille ses intérêts? C'est-à-dire, on affiche des valeurs et ce sont les intérêts. Tout le monde habille ses intérêts. Mais la particularité du président Trumpin, c'est qu'il agit contre les intérêts des États-Unis. Il n'est pas dans les intérêts des États-Unis de casser la relation transatlantique, la négocier, l'améliorer, tout ça c'est normal et on fait ça tous les jours. Est-ce qu'il y a un choix, casser, c'est pas normal. Croyez-vous qu'il puisse y avoir un choix stratégique? Dans cette même émission, Édouard Philippe, il y a 3 jours, qui dit, voilà, tradition américaine, de la même façon ils se sont alliés à un moment avec les Chinois pour éloigner en quelque sorte les Russes, et ben en sens inverse, c'est ce que faisait Kissinger dans les années 70 ou Nixon, et bien ils se disent, on va découpler les Chinois des Russes. Hypothèse. Ça, c'est vide de sens à l'heure actuelle. Du temps où Nixon est allé en Chine, c'était une puissance, une superpuissance soviétique et une puissance montante chinoise dont les soviets s'inquiétaient beaucoup et les Chinois voulaient secouer le joug. À l'heure actuelle, la relation est complètement inversée. La Russie est la vassale de la Chine. La notion qu'elle pourrait se détacher de la Chine est vide de sens. Au fond, quand on regarde l'historique américain, est-ce que toujours ils n'ont pas fonctionné comme ça? Choisir un ennemi, en l'occurrence c'est davantage la Chine, et ils se sont alliés aux dictatures sud-américaines. C'était pas très moral, mais ils considéraient que pour faire pièce au communisme, ils ont soutenu l'apartheid. Ils savaient bien que c'était pas très bien l'apartheid, pire que ça. Et ils l'ont soutenu face aux communistes, etc., etc. Est-ce qu'ils continuent ça aujourd'hui en se disant, les Russes, eh bien, c'est une sorte d'allié. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais de leur point de vue, ça a une certaine logique. Alors, jusqu'à Trump, il y avait une logique. On pouvait voir une logique stratégique dans les choix américains et une grande continuité stratégique, dont d'ailleurs le lien transatlantique, parce qu'avoir des alliés forts les renforce. Et là, depuis Trump, et ce que j'appelle moi Trumpin, il est en train de démonter tout cet appareil et sa justification stratégique de dire et voilà pourquoi l'Amérique sera mieux après qu'avant, elle tient pas debout. On n'est pas dans le rationnel, sauf si le rationnel est de rendre service aux Russes. Général, comment les Européens peuvent-ils réagir? Je le rappelle, cette nouvelle du service TF1 LCI, service politique, Emmanuel Macron se rendra à Londres ce dimanche pour participer à la réunion avec les autres dirigeants européens. Il y a une sorte de réaction européenne, la France, les 2 puissances nucléaires, évidemment les Anglais, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Est-ce qu'il faut accompagner le mouvement avec Trump ou est-ce qu'on peut s'opposer à lui? On peut s'opposer à ses excès. À la limite, on le laisse, ok, il va ventiler, on peut laisser. Mais il y a des points durs. Et en particulier, donc, c'est l'union des Européens il y a que ça qui impressionnerait Trump et qui le forcerait à réfléchir. C'est mal parti, c'est bien. Non, pas tout à fait. Les Italiens sont pas dans la barque, les Hongrois sont pas dans la barque, etc. Oui. Mais alors, là aussi, on peut se dire, s'il y a le triumvirat allemand, britannique, français et les Polonais, qui sont vraiment la puissance émergente en Europe, on peut se retourner vers les Italiens en disant, c'est simple, soit vous êtes avec nous, soit vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Vous voulez quitter. Iront-ils jusque-là? Vous savez comme moi, les Allemands, les Polonais, en réalité, quand on le prend un peu à part, ils disent oui, tout ça c'est vrai, mais le parapluie nucléaire, c'est les Américains, et les Américains seuls. Oui, mais dans les rapports de stratégie, il n'y a pas que le parapluie nucléaire, ça en fait partie, mais on ne peut pas tout réduire au parapluie nucléaire. En plus, ça, le parapluie nucléaire, avec Trumpin, il a des trous. Il a des vrais trous. La crédibilité, aujourd'hui, nous parlons du régime de Washington, l'administration Trump, elle a pris un coup. Et il y a des mesures de rétorsion que les Européens peuvent prendre. C'est par exemple suspendre tous les contrats de F-35. Mais attendez, précisez bien votre pensée. Vous voulez dire que si les Russes s'en prenaient pendant l'Allemagne, il n'est pas sûr que les Américains utilisent jusqu'au bout leur dissuasion nucléaire? Les Allemands en sont beaucoup moins convaincus aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. C'est terrible ça pour eux. C'est terrible pour eux, mais vous voyez le choc, les réverbérations à travers l'Europe. Et là, les Français, on est droit dans nos mottes, on dit, ça fait 40 ans qu'on vous l'avait dit, les gars. Est-ce que ça passera par un partage de la dissuasion nucléaire? Est-ce que vous y croyez? Le mot est tellement tabou, normalement c'est complètement absurde. Non, j'y crois pas. Le partage de la dissuasion nucléaire, non. Ce que je répète à l'envi, c'est que les Français seront plus prêts à tirer pour Berlin ou Varsovie que les Américains. Voilà. Maintenant, on est dans le virtuel. Est-ce que ça n'est pas la faiblesse intrinsèque de l'Europe? Vous savez comme moi, l'habitant de Chicago, l'habitant de San Francisco, il sait que s'il est attaqué,
en ultima ratio, l'arme nucléaire le défendra. Le Balte, il n'est pas sûr que l'arme française le défendra. L'Allemand, il n'est pas sûr que l'arme française le défendra. L'Union, elle existe aux États-Unis, n'existe pas ici. Oui, bien sûr. Et c'est une raison de plus pour qu'on dise à tout le monde, nous devons avoir une dissuasion conventionnelle suffisamment crédible. Demandez aux Finlandais. Ouais. Les Finlandais ne redoutent pas, ont vécu hors du parapluie nucléaire américain parce qu'ils avaient une armée qui était suffisante pour et il faut vous donner crédit d'avoir toujours dit ça. Je suis témoin ici, j'ai lu ce que vous écriviez il y a déjà bien des années. À l'époque, pardon, je rapporte les mots, on vous traitait de vieux con parce que vous disiez, les chars, il faut absolument qu'on investisse davantage dans les chars. Le conventionnel massif, matériel, voilà. Dans le matériel général, et notamment les chars. Oui. Il le fallait, et vous n'avez pas été entendu. Non, je suis pas le seul à l'avoir dit et pas le seul à avoir pas été entendu, vous voyez. Mais l'Europe est, je voudrais rester optimiste et que l'Europe se réveille. Et attention, sans acrimonie contre les États-Unis. Nous voulons rebâtir le lien transatlantique. On vit des heures où les Américains, on l'a compris, ils sont en train, en tout cas, de se détacher dans un certain nombre de domaines, et surtout, ils veulent aspirer l'argent de l'Europe. Alors, on a parlé tout à l'heure des droits de douane. Écoutez de quelle façon ils veulent aussi attirer les riches du monde entier. Un visa, une sorte de gold card qui vaudrait 5 millions. Pour 5 millions de dollars, tu as le droit de t'installer aux États-Unis, et il faut évidemment investir et amener aussi ta force de travail et surtout ton argent. Les gens riches arriveront dans ce pays en achetant cette carte, ils seront riches, ils auront beaucoup de succès, ils dépenseront beaucoup d'argent et paieront beaucoup d'impôts et emploieront également beaucoup de monde. Nous pensons que ça va être un énorme succès. Les visas dorés à 5 millions de dollars pièce, comment est-ce que vous regardez cette nouvelle? Alors là, avec beaucoup de tranquillité, parce qu'il y a beaucoup de pays qui font ça. Demandez à Monaco. Il y a combien de résidents à Monaco qui sont pas nés à Monaco? Donc, je veux dire, il a emprunté le modèle à Monaco. Je lui en veux pas, moi. Je suis pour. Donc, ça concerne un petit nombre de gens. On s'en fout total. Là, on est dans l'écume des choses. Ah, vous dites on s'en fout total, mais regardez ce qui se passe déjà. On est dans un monde où, actuellement, il y a 300 milliards, je crois, d'épargne européenne qui part déjà vers les États-Unis. Beaucoup d'investisseurs qui vont aux États-Unis. Beaucoup d'épargnants. En réalité, est-ce que ça va accélérer ce mouvement? L'argent, c'est aussi un moyen de puissance européen qui va traverser. Eh bien, justement, à l'heure actuelle, l'investissement les données de 2023, parce que maintenant, les statistiques, on attend un peu quand même. Bon, les données de 2023 sont qu'il y a à peu près un équilibre dans l'investissement entre l'Amérique et l'Europe. Et l'Union européenne. Donc après, on rajoute la Grande-Bretagne, vous voyez. Donc, en réalité, tout le monde investit chez tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on investira un peu plus, un peu moins ? Est-ce qu'ils sont en train d'aspirer une partie de notre argent? C'est possible. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens investissent aux États-Unis parce qu'ils veulent faire de l'argent. Moi, si j'avais de l'argent à investir, ma petite retraite, c'est moins le cas. Vous voyez, je me prends pas pour. Mais je me poserais sérieusement la question. Vous investiriez aux États-Unis? J'ai travaillé aux États-Unis. J'ai pas investi aux États-Unis. D'abord, mon argent, j'en ai pas assez pour investir. Et moi, j'investis dans la forêt française. Vous voyez. Mais ça veut dire quoi? Vous achetez de la forêt? Non, je l'exploite. J'y crois, vous voyez. Très bien. Mais c'est parce que je suis sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est, plaisanterie mise à part, si on veut investir aux États-Unis est un calcul raisonnable. Donc il y a plein d'Européens, c'est pas de l'idéologie, ça. C'est logique de se dire, je vais là où il y a plus d'argent. Le génie capitaliste, ce génie qui remonte à la Renaissance, qui fait que c'est quand même un système, on l'aime ou on l'aime pas, mais l'histoire a montré que c'est un de ceux qui marche. Il n'y en a pas tellement d'autres, pour l'instant, en tout cas, qui mènent à la prospérité. Est-ce qu'ils l'ont plus que nous? Oui. Oui. Alors eux, c'est le capitalisme du Far West. Je préfère le capitalisme social européen. Mais pour créer de la richesse, alors leur système crée beaucoup de richesse et crée beaucoup de pauvreté. Notre système crée moins de richesse, mais il gère mieux la pauvreté. Voilà, je préfère le modèle européen au modèle américain. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur, comme disait l'autre, comme disait l'empereur. Écoutez de quelle façon Trump donne des précisions, y compris sur les oligarques russes, parce qu'évidemment, il y a les super riches du monde entier qui sont les bienvenus avec cette nouvelle carte, mais en particulier les oligarques russes. Écoutez sa réponse. Voulez-vous autoriser les oligarques russes à postuler pour obtenir une gold card? Oui, pourquoi pas. Je connais des oligarques russes qui sont très gentils.
Ils ne sont plus aussi riches qu'ils l'étaient avant, mais je pense qu'ils peuvent se le permettre. Je pense qu'ils peuvent se permettre de dépenser 5 millions de dollars. La vente commencera dans environ 2 semaines. Réaction. En fait, je m'en fous. Le sort des oligarques russes, ils peuvent aller crever où ils veulent, faire du golf à Mar-a-Lago. Le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN, a récemment commenté la politique étrangère de Donald Trump, notamment sur la guerre en Ukraine. Selon lui, Trump, en voulant mettre fin rapidement au conflit en coopération avec la Russie, donne à Vladimir Poutine plus que ce qu'il aurait espéré obtenir par la force. Cette déclaration soulève plusieurs points importants sur la vision de Trump, les ambitions de Poutine et les conséquences possibles pour l'Europe et le monde. Tout d'abord, Donald Trump a toujours eu une approche différente des conflits internationaux. Il a souvent critiqué l'aide militaire américaine à l'Ukraine, affirmant que ce n'était pas dans l'intérêt des États-Unis de financer cette guerre. Il a même laissé entendre qu'il pourrait arrêter l'aide à l'Ukraine s'il revenait au pouvoir. Cette position inquiète les alliés européens, car sans le soutien des États-Unis, l'Ukraine serait affaiblie face à la Russie. Trump veut une solution rapide, mais cette rapidité pourrait signifier un accord désavantageux pour l'Ukraine, où elle devrait faire des concessions importantes à la Russie. De son côté, Vladimir Poutine cherche depuis longtemps à étendre son influence et à affaiblir l'Occident. La guerre en Ukraine est une façon pour lui de montrer que la Russie peut défier les grandes puissances et redessiner les frontières en sa faveur. Si Trump décide de négocier directement avec Poutine sans inclure l'Ukraine et les alliés européens, cela pourrait donner à la Russie une victoire politique sans même avoir besoin de gagner militairement. Poutine pourrait alors obtenir une reconnaissance de son contrôle sur certains territoires ukrainiens occupés, ce qui légitimerait son invasion et encouragerait d'autres actions similaires à l'avenir. L'attitude de Trump pose aussi un problème pour l'OTAN et la sécurité en Europe. L'OTAN repose sur la solidarité entre les pays membres. Et si les États-Unis, qui sont le pilier principal de l'Alliance, décident de réduire leur engagement, cela pourrait affaiblir la position de l'organisation face aux menaces russes. Les pays européens devraient alors augmenter leurs dépenses militaires et trouver d'autres moyens de garantir leur sécurité. Certains pays de l'Est de l'Europe, comme la Pologne et les États baltes, s'inquiètent particulièrement d'un éventuel retrait américain, car ils sont en première ligne face à la Russie. Michel Yakovlev met aussi en avant le fait que Poutine pourrait utiliser cette situation pour semer la discorde en Europe et affaiblir l'unité occidentale. Si Trump pousse l'Europe à prendre plus de responsabilités sans soutien américain, cela pourrait créer des tensions entre les pays européens sur la question de l'aide à l'Ukraine et de la défense commune. Poutine pourrait alors exploiter ces divisions pour renforcer son influence et négocier avec des pays individuellement plutôt qu'avec une alliance unie. Enfin, cette situation pourrait avoir des conséquences à long terme sur la politique internationale. Si la Russie obtient ce qu'elle veut sans réelle opposition, d'autres puissances comme la Chine pourraient être encouragées à adopter une attitude plus agressive, notamment envers Taïwan. Le message envoyé serait que la force et la pression peuvent fonctionner face à l'Occident si celui-ci n'est pas uni. Cela pourrait entraîner une période d'instabilité mondiale où d'autres conflits éclateraient, mettant à l'épreuve l'équilibre des forces dans le monde. En résumé, la volonté de Donald Trump de négocier rapidement un accord avec la Russie pourrait donner à Vladimir Poutine une victoire politique majeure,
affaiblir l'Ukraine, diviser l'Europe et remettre en question la solidité de l'OTAN. Cela enverrait aussi un signal dangereux à d'autres puissances cherchant à imposer leur volonté par la force. Michel Yakovlev met en garde contre ces risques et souligne l'importance d'une réponse coordonnée et ferme face aux ambitions russes.